Donc, bienvenue sur ce webinaire dédié à la préparation des vins blancs et rosés à la mise en bouteille. Je m'appelle Laura Goulvan, je suis chef de produit chez La Motabier, responsable de la gamme élevage. Et pour ce webinaire, je vais être assistée de Arnaud Menson, qui est directeur technique, et de Galric Noguès, qui vont se faire le plaisir de répondre à vos questions donc sur la partie dédiée sur Zoom. Donc, ce webinaire durera une trentaine de minutes, plus questions. À travers ce webinaire, nous aborderons les instabilités principales et les clés pour les éviter au mieux. Et l'objectif de cette présentation sera de vous donner un maximum de conseils pratiques à propos de ces étapes à réaliser. Car la mise en bouteille est une étape clé qu'il faut préparer en amont. Elle correspond à l'aboutissement du travail de toute une année. La qualité finale du vin dépendra en partie du travail de préparation du vin à la mise en bouteille. Et donc, c'est pour cela que cette préparation doit être raisonnée et qu'il faut anticiper les événements avant la mise en bouteille. Puisqu'une mise en bouteille insuffisamment préparée va risquer donc un colmatage des filtres, trop ou pas assez de sulfite ajouté ensuite en bouteille, des risques de précipitation tartrique, des dissolutions massives d'oxygène, et sur les vins rouges, on peut avoir aussi des pertes de couleur. Donc, en guise d'introduction, lorsqu'on parle de limpidité, c'est-à-dire d'absence de troubles dans le vin, il faut bien différencier la clarification de la stabilisation. En effet, clarifier permet d'obtenir la stabilité, mais permet d'obtenir la limpidité, pardon, mais stabiliser permet de la faire durer dans le temps. Même si une précipitation, un trouble et un dépôt n'a pas forcément d'influence sur le goût, hors déviation microbienne, le consommateur sera plutôt réticent à l'achat d'une bouteille ayant un trouble et sera plutôt orienté vers l'achat d'une autre référence. De nos jours, le marché est de plus en plus challengeant, c'est-à-dire que notamment on a des exigences de qualité, de stabilité de par différents marchés, différents consommateurs également, par rapport à des instabilités en bouteille. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on va exporter du vin dans certains pays comme la Russie, où le vin importé ne doit pas contenir de cristaux de tartre, sinon il sera jugé comme impropre à la consommation et ne sera pas commercialisé. Dans notre pays également, certains additifs ne sont pas autorisés en bouteille. Il faut donc anticiper d'autres types de traitements alternatifs pour assurer ces limpidités et stabilité. Enfin, le changement climatique se ressent aussi sur les instabilités des vins, c'est-à-dire que les millésimes évoluent et créent des compositions différentes et plus complexes des baies de raisin. On observe notamment des concentrations plus élevées de nos jours en pectine et des taux protéiques également plus élevés, ce qui rend la stabilisation globale plus complexe et la filtration également plus difficile. Donc, les mécanismes générant des troubles et des dépôts dans les vins sont particulièrement complexes et bien souvent, ils sont en interaction les uns avec les autres. C'est pourquoi la stabilisation doit être réalisée de manière préventive et globale afin de limiter le nombre de traitements et d'ajouter le moins de produits possible et qu'il soit le plus efficace. Il est important de respecter un certain ordre et de se poser les bonnes questions lorsqu'on va commencer sa stabilisation en vue de mettre en bouteille prochainement. Donc, on va aborder sur cette présentation, premièrement, les instabilités protéiques, donc d'où ça vient et comment les éviter. Ensuite, on parlera de l'impact que peut avoir l'oxygène donc, tout au long du process, mais également donc, à la mise en bouteille et sur le vin une fois mis en bouteille. Ensuite, on parlera de la flore microbienne et les impacts qu'elle peut avoir sur le vin. Et enfin, on abordera la stabilité tartrique et calcique. Donc, premièrement, la stabilité protéique, c'est un phénomène de flocculation des protéines et on observe ce genre d'aspect laiteux dans les bouteilles, donc de vin blanc et de rosé, sous plusieurs conditions. Mais voilà, on observe cette instabilité protéique lors de changements de température et notamment lors de températures plus hautes. Les types de vins concernés sont donc les vins blancs et rosés qui ont des teneurs en protéines instables plus forts.
Donc, c'est notamment le cas pour certains cépages, comme le Sauvignon ou le Colombard, qui sont des cépages plutôt riches en protéines thermo instables. Le niveau de maturité aussi va impacter la teneur de protéines thermo instables, avec également des pH hauts. Certaines techniques préfermentaires, comme la macération pelliculaire, va également augmenter les teneurs en protéines. Et le fait également d'avoir des millésimes chauds va augmenter d'une part la concentration en protéines et également la thermosensibilité de ces protéines. C'est pourquoi il faut être assez vigilant et anticiper ce genre d'accumulation dans les baies de raisin. En termes de process, ce qui peut aussi impacter les casses protéiques, donc ça serait un collage insuffisant, donc insuffisamment éliminer les protéines présentes dans le vin. Également une mauvaise qualité de filtration, donc ce qui va reprovoquer une instabilité colloïdale. L'ajout de certains adjuvants aussi peut provoquer des troubles, et également, bien sûr, les conditions de stockage avec des températures de stockage trop élevées. Donc, en termes de traitement, à ce jour, il n'y a pas beaucoup de moyens de traiter les protéines, mis à part l'utilisation de bentonite contre les casses protéiques. Donc, la bentonite, c'est un silicate d'aluminium hydraté qui est composé principalement de montmorillonite, qui est structuré en feuillet. Donc, en fait, lorsqu'on regarde la structure de la bentonite calcique par rapport à la bentonite sodique, il se trouve que ces feuillets ont un espace interfoliaire de 10 angstroms par rapport à la bentonite sodique qui aura un espace 10 fois plus grand. Et en fait, ce qui est important à savoir, c'est que toutes les protéines vont se faire absorber dans cet espace interfoliaire et vont ensuite être éliminées par soutirage. Donc, on va plutôt préconiser des bentonites calciques qui ont un taux de gonflement un peu plus bas, un peu plus faible, puisque donc, cet espace interfoliaire est plus faible, mais elles auront un meilleur tassement et donc un volume de lit plus faible. Donc, on va plutôt utiliser ce genre de solution pour des adjuvants de collage protéique ou la clarification, donc plutôt sur mou ou sur des vins à rotation rapide. Quant à la bentonite sodique, elles donc, auront des taux de gonflement plus élevés et donc vont mieux absorber les protéines. Donc, c'est la bentonite qu'on va utiliser plutôt pour la stabilisation et la fixation des protéines dans le vin. On a également une solution dite de bentonite calcosodique qui, donc chez la Motabier, on l'appelle le bentosol FT, qui, elle, est spécifiquement adaptée pour la filtration tangentielle et ne va pas impacter le matériel de filtration, ne sera pas abrasive dans ce cas-là. Donc, ça permettra aussi un collage protéique plus simple par la filtration. Ensuite, en termes de mise en place d'un collage à la bentonite, on va raisonner ce collage en fonction de certains tests. Donc, on préconise surtout le test de référence qui est le test à la chaleur. Donc, vous aurez aussi toutes les fiches pratiques et protocoles à disposition donc, sur notre site et en lien à la suite de ce webinaire, si vous le souhaitez. Et une fois donc, ces tests faits, on va pouvoir faire différents traitements de bentonite en laboratoire et d'évaluer la bonne dose qu'il faut. Sachant qu'on ne peut pas réaliser de surcollage avec la bentonite, mais cependant, de trop fortes doses peuvent risquer d'affaiblir le potentiel aromatique des vins. C'est ce qu'on voit sur ce schéma-là. En fait, ce graphique montre 3 types de bentonite différentes, qui auront des qualités différentes, et on voit l'impact de différentes doses et de ces bentonites sur la diminution en 3-MH, donc responsable des arômes de pamplemousse et de fruits de la passion. Donc, on voit qu'il est important de ne pas trop ajouter de fortes doses si on doit tout simplement stabiliser les protéiques. Et la qualité également de la bentonite aura un impact direct sur la qualité du vin. Donc, en termes de pratique, de mise en place d'un collage à la bentonite, afin de traiter le moins possible et le plus efficacement possible, il a été observé que la bentonite sera plus efficace à des températures un peu plus élevées et en présence d'alcool. Donc, on préconise d'ajouter la bentonite en milieu ou en fin de fermentation alcoolique. Ça permet un meilleur brassage entre le produit
et le vin, donc un temps de contact également plus efficace. Et également, la bentonite sera plus efficace à pH bas du vin, c'est-à-dire que lorsque le pH est plus bas, les protéines seront plus réactives, donc elles vont être plus facilement stabilisées et absorbées par la bentonite. Donc on préconise également un traitement à la bentonite avant la fermentation malolactique et d'acidifier les vins avant de traiter à la bentonite. Ensuite, en termes d'instabilité ou en tout cas de défaut du vin très souvent observé après mise en bouteille, ce sont les oxydations, donc des oxydations non contrôlées et non gérées. Donc, les altérations de l'oxygène viennent donc de l'oxydation des composés phénoliques. Donc, ça peut entraîner des impacts sur la couleur, mais également des pertes aromatiques qui seront assez néfastes, avec des apparitions d'arômes lourds, donc des arômes d'oxydation, des notes de noix, de cirage, etc. Donc, tous les types de vins sont concernés, mais les vins les plus fragiles sont notamment les vins les plus chargés en polyphénol, comme les macérations pelliculaires, les stabilisations longues ou certains millésimes chauds. Donc, il faut tout simplement le savoir pour se prémunir de ces oxydations le plus tôt possible. Et le risque d'oxydation est plutôt élevé à chaque étape du process. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport au transfert de vin, lors des préparations également de la mise en bouteille. Également, la gestion du SO2 doit être bien faite, de sorte qu'elle protège au maximum contre l'oxygène. Le cuivre peut provoquer aussi de grosses oxydations. Et lors de la mise en bouteille, le choix du bouchon va permettre aussi d'éviter des oxydations après mise en bouteille. Donc, afin d'éviter les oxydations prématurées du vin, il y aura plusieurs options. On va d'abord éliminer donc, les composés déjà oxydés. Ensuite, on va essayer d'éliminer les précurseurs d'oxydation et, si besoin, de corriger la couleur. Donc, premièrement, on peut utiliser un collage, donc soit en préventif, soit en curatif, bien sûr en réalisant des essais en laboratoire au préalable pour voir donc l'effet de chaque collage sur son vin et de chaque dose, pour voir un petit peu donc, si ce collage aura donc, un effet bénéfique et n'impactera également pas l'organoleptique. Donc là, un exemple de correction de la couleur. Là, on était sur un Sauvignon blanc où on souhaitait corriger un petit peu les notes jaunes et abaisser un petit peu l'intensité colorante. Donc, l'ajout d'une colle à base de protéines de pois et de PVPP, donc Green Fine Mix, a permis donc, de baisser globalement la couleur et notamment les notes jaunes. Et en termes de protection aromatique et de préservation aromatique, le fait de coller va permettre donc d'éliminer tous les polyphénols pouvant être responsables d'oxydation et notamment d'oxydation des thiols, donc des arômes. Et donc, lorsqu'on compare avec donc, Polymix Nature, le fait d'avoir réalisé un collage a permis donc, de préserver les thiols et de ne pas les perdre par rapport à un témoin qui n'a pas reçu d'élimination de ces composés facilement oxydables. Lorsqu'on parle de collage, donc, il y a plein de possibilités en termes de collage, en fonction des objectifs de chacun et du vigneron. Si le vin est perçu un peu trop comme amer ou astringent, si on a des oxydations qui arrivent, donc on va procéder à différents types de collage avec des matières différentes. Et aussi, en termes de préparation à la mise en bouteille, bien sûr, on pensera aussi à l'affinage organoleptique de ces vins, donc sur l'aromatique, sur la brillance. Donc, on a tout un panel de solutions différentes qui seront disponibles sur notre site internet et consultables si vous avez des problématiques spécifiques. Également, afin de préserver au maximum l'aromatique de son vin jusqu'au consommateur, on peut également penser à l'utilisation de glutathion, notamment s'il y a des sorties de vin qui sont un peu plus tardives. Ça peut être le cas en ce moment. Donc, on va garder les vins un peu plus longtemps en cuve. Donc, on va vraiment essayer d'éviter toute oxydation du vin et de garder l'aromatique. Donc, on peut utiliser le glutathion
Donc ici, on est sur un essai qui était de Valérie Lavigne et Virginie Moine sur un ajout de 10 mg par litre de glutathion à l'embouteillage afin de préserver l'arôme variétal donc de Sauvignon blanc sur 4 ans. Donc 4 ans après, on a réouvert ces bouteilles et on a vu un petit peu l'évolution aromatique entre un témoin donc, non traité et un témoin qui a reçu du glutathion en bouteille, au niveau de la mise en bouteille. Et on voit clairement que les arômes fruités, donc les arômes variétaux du Sauvignon ont été préservés, alors que cependant, pour le témoin, on a une diminution donc, de ces arômes fruités, d'étiole, avec une augmentation donc, des arômes dits d'oxydation, donc le côté cire, oxydé, donc un peu les ranciaux, les notes de noix. Donc le fait d'utiliser des produits riches en glutathion va permettre de conserver ces arômes. Donc on a pu le mettre en pratique sur le terrain grâce à des préparations de levure inactivée spécifiquement riches en glutathion et en composés réducteurs qui s'appelle donc l'Aroma Protect. Donc, ajouté à 30 grammes hectolitres donc, pendant la fermentation à densité 1000, il se trouve que l'ajout d'Aroma Protect a permis de préserver ces arômes. C'est-à-dire que ça permet de maintenir les conditions réductrices pendant l'élevage et donc le glutathion va permettre de protéger donc l'étiole. Ici, il se trouve que donc après fermentation en novembre, on avait davantage de tioles préservées par rapport aux témoins dont l'étiole avait été oxydée. Et 6 mois après, on observe que malgré le fait qu'il y ait une perte d'arômes globaux, il y a quand même beaucoup plus de tioles préservées par rapport à un témoin qui n'a pas reçu de, de glutathion. Parce qu'ici, le glutathion, en fait, est une sorte de fusible par rapport aux arômes et il va s'oxyder avant les tioles et avant que les tioles s'oxydent et se dégradent. Donc, c'est un peu l'idée de l'utilisation de ce type de produit pour préserver au maximum l'aromatique des vins et même après la mise en bouteille. Ensuite, lorsqu'on parle d'instabilité microbiologique, c'est souvent lorsqu'on parle de déséquilibre de flore microbienne et avec l'apparition de certaines levures ou certaines bactéries non souhaitées. Donc, les altérations peuvent venir de différents micro-organismes. Donc, certaines levures, donc il y a des levures qui peuvent provoquer des refermentations. Les Brettanomyces qui peuvent donc soit masquer les arômes d'un vin ou pire, donc développer des éthylphénols qui ont donc des caractéristiques plutôt d'étable, de gouache. Les bactéries lactiques également peuvent provoquer la maladie de la graisse, qui peuvent créer un vin très visqueux ou faire la fermentation malolactique sur un vin blanc ou rosé qui ne sera pas voulu. Et les bactéries acétiques vont provoquer possiblement de l'acidité volatile. Les types de vins concernés sont les plus exposés, disons, sont ceux qui ont eu des fermentations un peu languissantes, sur des problèmes de fermentation qui sont arrêtés ou qui ont duré un peu plus longtemps, des charges microbiennes globalement plus élevées, avec des pH aussi élevés. Et donc ça, ces phénomènes donc, de montée de population de microbiennes sont favorisés donc, par un manque d'hygiène, premièrement, ou des teneurs en sucre résiduel ou en oxygène dissous, ou un niveau de sulfitage qui n'est pas forcément bien raisonné et des conditions de stockage qui ne sont pas parfaites. Donc, quelles options pour éviter toute déviance microbienne dans ces vins? On peut penser premièrement à l'utilisation d'un collage, tout simplement. Puisque là, on le voit sur ces boîtes de pétri, par exemple, donc c'est un vin qui a été soutiré, mais pas collé. Le fait d'avoir juste collé donc à 2 centilitres ou 4 centilitres par hectolitre de gélatine a permis de réduire drastiquement les populations de Brett. Mais c'est aussi le cas pour d'autres populations microbiennes. Et on peut également utiliser d'autres types de colle que la gélatine, type colle de pois ou colle de levure.
Également, en guise d'autres solutions pour éviter des trop fortes populations microbiennes, on peut penser à l'enzymage. Donc là, sur cet essai, ça a été un essai sur un témoin comparatif entre un témoin non enzymé et une modalité enzymée, donc avec une pectinase et bêta-glucanase. En fin de FR, ça a permis de favoriser la clarification et de supprimer les sites de support pour ces micro-organismes d'altération. Et donc vraiment de bien clarifier le mot et de séparer donc, de tout micro-organisme par tirage. Donc en pratique, lorsqu'on veut raisonner avant mise en bouteille et savoir quelle est une population dite acceptée en termes de levure, de bactéries acétiques et de bactéries lactiques, idéalement, il faudrait être inférieur à 10 puissance 2 unités pharmacologie par millilitre. On préconise également de soutirer, notamment sur des élevages longs, assez régulièrement, puisque le fait d'éliminer les lies grossières va permettre également d'éliminer les micro-organismes présents dans ces lies. Et enfin, le fait de coller n'est pas anodin, puisque souvent certains vignerons ont tendance à laisser les vins sur colle. Or, on préconise de ne pas laisser les vins trop longtemps sur colle, ou en tout cas de bien coller peu de temps avant la mise en bouteille, puisque la colle peut être également un site d'ancrage pour micro-organismes. Donc, le mieux est de ne pas laisser les vins trop longtemps sur colle. Autre option, au-delà du soutirage et du collage et de l'enzymage, on va pouvoir utiliser des produits qui vont vraiment éliminer et inactiver et tuer des micro-organismes néfastes. C'est le cas notamment du chitosan et du lysozyme. Donc là, on peut le voir, c'est via le produit Killbact, qui est un mélange de ces deux solutions, donc du chitosan et du lysozyme. Donc là, l'idée, c'était de diminuer les bactéries lactiques pour avoir un niveau de population assez faible par rapport à l'utilisation de sulfite. Et on voit qu'au bout de 3 mois, on a réussi à avoir des populations plutôt faibles, plutôt que par l'utilisation de SO2. De même, avec l'utilisation de Killbact, là, on était sur un rosé de Grenache dont l'objectif était de contrôler les populations globales. On peut voir que le Killbact a permis d'éliminer toutes les bactéries lactiques, donc de contrôler la fermentation malolactique et de ne pas la faire sur ce vin. Et également, on peut voir aussi que ce produit a permis de maintenir les populations donc des autres micro-organismes bas. Enfin, avant la mise en bouteille, on voudra également tester son vin vis-à-vis de la stabilité tartrique. Donc, après la mise en bouteille et durant la conservation du vin, le froid, c'est le principal facteur responsable des précipitations tartriques. Donc, si durant la conservation du vin, la température diminue sous le seuil de cristallisation du tartre, des précipitations pourront se produire, notamment, par exemple, dans les caves, si le froid hivernal avec des caves mal isolées va précipiter le tartre en cuve, ou si le consommateur conserve son vin dans les bas de réfrigérateur, il y a ce genre de cristaux de tartre qui peuvent apparaître. Donc voilà, c'est des cristaux de bitartrate de potassium et un peu moins souvent de tartrate de calcium. Cependant, on observe une recrudescence des précipitations calciques observées. C'est également le calcium, c'est un stress qui est aussi produit par la plante. C'est un sel produit par la plante lorsque la plante stresse. Donc, on peut retrouver des teneurs en calcium dans les baies de plus en plus importantes. Donc, ça peut être lié aux pratiques culturales. Donc, pratiques à la vigne, sur les terroirs calcaires aussi. Si on a des déséquilibres de maturité ou des millésimes chauds avec des pH plutôt hauts. Donc, plus le pH sera élevé, plus le calcium sera instable. Donc, on pourra aussi observer des instabilités calciques. Les types de vins concernés, donc c'est à peu près tous les vins. On l'observe davantage sur les vins blancs et rosés. Mais voilà, l'acide tartrique est en excès sur les vins jaunes et les mous. Et donc, ce sont des phénomènes favorisés par la température, donc des chocs thermiques qui ont des expositions directes au froid.
mais également donc, des variations de pH avec si on assemble, donc si on fait une malolactique ou si on fait des opérations d'acidification ou de désacidification, et également lors de changements de structure colloïdale, notamment avec des filtrations colmatantes qui peuvent déséquilibrer cet équilibre colloïdal, tout simplement. Donc, il existe plusieurs options en termes de traitement de l'instabilité tartrique. Il y a deux types de procédés. On appellera le premier procédé, donc un procédé physique, qui est une méthode soustractive. C'est-à-dire qu'on va tout simplement éliminer ces constituants responsables des précipitations, donc soit par un traitement par le froid, avec un soutirage donc, du reste de cristaux, soit par une électrodialyse. Cependant, ce sont des procédés plus coûteux également en équipement, en énergie et en eau, qui sont donc de fait qui ont un impact environnemental un peu plus élevé. Et également, le traitement au froid peut provoquer de gros risques d'oxydation des vins, car en abaissant la température, l'oxygène est beaucoup plus soluble. Et lorsque les températures vont remonter, donc par exemple pour la mise en bouteille, on peut retrouver des mauvaises surprises car l'oxygène sera dilaté et pourra provoquer des casses oxydatives. On a également donc, des méthodes dites inhibitrices. Donc tout simplement, ces méthodes vont ne pas former donc, ces nucléations ou la croissance de ces cristaux, donc empêcher toute formation de cristaux. Donc, on va pouvoir utiliser des produits comme l'acide métatartrique ou la CMC, ou des manoprotéines qui ont des propriétés stabilisantes. Donc, en termes de traitement, donc voici c'est un tableau qui peut faire peur, non, mais c'est juste pour regrouper un petit peu quelles sont les solutions de méthodes inhibitrices. Donc, sur des vins à très courte rotation, lorsqu'on a vraiment de très bonnes conditions de stockage, on va plutôt préconiser l'acide métatartrique. Il a l'avantage aussi de participer à la stabilisation du tartrate de calcium. C'est un puissant inhibiteur, mais il dépend vraiment des conditions de stockage, puisque la durée d'efficacité du produit va être très variable en fonction de la température de stockage. Ça peut être très court s'il y a des montées de température. Donc, si on veut utiliser un produit qui est beaucoup plus stable et durable, on va plutôt utiliser la CMC, sachant que la CMC va être bientôt autorisée maintenant sur rosé, donc l'autorisation sera bientôt levée. Cependant, il faut juste être vigilant par rapport à l'instabilité de la matière colorante provoquée par la CMC, notamment donc, si on le fait sur certains rosés. Et enfin, donc, sur des vins dits plus premium, mais sur des élevages un peu plus longs, on va pouvoir utiliser donc, des manoprotéines qui sont en fait présentes naturellement dans la paroi levurienne et qui, elles, auront des propriétés de stabilisation. Donc, elles vont pas avoir elles sont thermostables, donc elles ne vont pas provoquer d'instabilité colloïdale et vont permettre la stabilité durable dans le temps sans impact organoleptique, et également stabiliser de façon durable la couleur. Donc, en pratique, en termes de mise en place d'un traitement de stabilisation tartrique, donc l'idéal est il faut vraiment bien clarifier son vin, donc bien le stabiliser avant de procéder à la stabilisation tartrique, donc éliminer tous les colloïdes du vin, et bien avoir en tête que le fait d'assembler deux vins qui sont stables à la base peut provoquer une instabilité. Donc, avant de stabiliser tartriquement, il faut faire ces assemblages. Et ce processus va s'inscrire juste avant l'éventuelle filtration et la mise en bouteille afin qu'il soit vraiment mis en fin de process, avec un indice de colmatage environ inférieur à 20 et une turbidité inférieure à 5 NTU. Et en guise de conclusion, donc, voici une petite frise chronologique avec des dates approximatives afin d'anticiper les traitements avant la mise en bouteille. Donc, sans rentrer dans les détails,
Premièrement, on va s'assurer de la stabilité physico-chimique, donc en procédant à des collages pour s'assurer donc de la stabilité protéique, mais également éliminer les composés oxydés et oxydables. Et c'est le moment également de procéder au collage d'affinage. Donc, ça sera fait en tout début de préparation à la mise en bouteille. Ensuite, après avoir vérifié la stabilité protéique, donc par un autre test, il sera bon de vérifier donc, les populations microbiennes dans son vin, donc par dénombrement ou épifluorescence. Et enfin, avant la mise en bouteille, donc on va tester ces vins donc, par rapport à la stabilité tartrique et la filtrabilité. Et si besoin, bien sûr, on va pouvoir procéder à ces traitements et ajouter gomme et protéines si besoin. Donc voilà, pendant la mise en bouteille, le jour J, il faudra bien sûr s'assurer de la bonne gestion des transferts des vins, exempts d'oxygène et des bons transferts de gaz. Et afin d'obtenir un vin totalement en phase avec les attentes et les objectifs initiaux du vigneron, de, de faire un dernier contrôle après une mise en bouteille, voir si tout s'est bien passé. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions. On va vous donner également d'autres documents plus complets qui vont vous permettre d'aborder au mieux la stabilisation et la préparation des vins blancs et rosés à la mise en bouteille. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais regarder les questions, voir si je n'ai pas pu malheureusement voir les questions. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions. L'équipe Lamotte-Abier est là aussi pour vous. Donc, je vous ai laissé mon mail, donc n'hésitez pas. Alors, je ne vois pas forcément les questions, s'il y en a. Je vois qu'il y a des gens qui ont parlé. Alors, il y a c'est pas vraiment une question, mais donc, quelle est la différence entre les indices de l'acide métatartrique? C'est tout simplement des indices d'estérification qui vont... donc, il y aura l'indice, nous, on aura le 36. Donc, c'est des indices d'estérification qui vont donner la puissance du produit. Voilà. Alors, il y a une phrase, j'ai eu le cas de flocons assez gros mais non identifiés. Lorsque c'est des gros flocons, on peut souvent penser à des instabilités protéiques. Après, le mieux, c'est d'aller voir son laboratoire et d'essayer d'identifier ce genre d'instabilité. Alors, ensuite, nous avons remarqué que l'ajout de CMC rend le vin instable vis-à-vis des protéines, alors qu'il était stable avant ajout. Comment l'interprétez-vous? L'ajout de CMC, effectivement, peut provoquer des instabilités protéiques, malgré le fait que le vin de base soit stabilisé protéiquement, puisqu'en fait, il y a différents types de tests, et il se trouve que ces tests sont plus ou moins proches de la réalité, et il peut se trouver que le vin soit protéiquement stable, mais en fait, qu'il y ait quand même quelques protéines thermo-instables qui ne soient pas trouvées par le test, et le fait de rajouter de la CMC va vraiment créer une instabilité en plus, enfin, de grossir cette instabilité protéique présente. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on a rencontré sur des vins potentiellement stables protéiquement, et en fait, ils n'étaient pas, donc il y avait quelques restants de protéines thermo instables. Mais voilà, ça me surprend pas. Alors, concernant, donc, existe-t-il des produits efficaces contre les chutes calciques? L'acide métatartrique peut participer à la stabilité calcique.
Est-ce gênant de mettre dans la cuve de la CMC au même moment où l'on programme la filtration tangentielle? On préconise toujours au moins de traiter à la CMC au moins 24 heures avant la filtration. Voilà. On ne sait jamais quelle instabilité ça peut provoquer. Voilà ce qu'on on peut. Alors, bonjour. Pour mesurer la stabilité protéique, vous préconisez test à la chaleur ou bento-test? On préconise le test à la chaleur. D'ailleurs, vous aurez, il est disponible, ce protocole sur notre site internet. Mais le bento-test aussi est utilisé et utilisable. Seulement, c'est des tests différents et des interprétations aussi différentes. Est-ce qu'un vin traité par Killback peut recevoir de la CMC lors de la stabilisation finale de la mise? Le mieux, c'est entre le traitement Killback et la CMC de faire un petit collage à la bentonite pour bien stabiliser protéiquement. Donc, c'est pas si lourd que ça, c'est-à-dire que ça sera juste une petite dose afin de restabiliser les protéines, puisque le Killback peut engendrer des instabilités. Donc, il vaut mieux traiter au Killback un petit peu de bentonite, puis la CMC si besoin. Alors, il y a beaucoup de questions. Voilà, bonjour, avez-vous des informations concernant le délai de réutilisation de la CMC sur rosé? Arnaud est en train de répondre. On sait que ça arrivera en ce milieu d'année, mais moi, pour le moment, pour le coup, je n'ai pas de recul sur une date exacte. Je ne peux pas vous dire, je suis désolée. Bonjour, si je souhaite garder un peu de sucre dans mon vin ou rajouter un peu de MCR pour avoir de la sucrosité en vin rouge, quelles sont mes possibilités pour qu'il reste microbiologiquement stable? Comme solution, donc, on aura un ajout de sulfite ou l'ajout de Killback qui va permettre de contrôler la population globale de flore microbienne, donc d'autant les bactéries lactiques que certaines levures. Donc, c'est une solution qu'on peut préconiser. Ou également, si vous cherchez de la sucrosité dans vos vins rouges, on peut également préconiser non pas de rajouter du sucre ou de la MCR, mais d'ajouter des manoprotéines ou des gommes responsables donc, de la sucrosité et de ce côté un peu enrobant dans les vins afin d'éviter le risque par ajout de sucre. Ensuite, y a-t-il un risque de casse protéique en mettant en bouteille un vin qui était stable protéiquement avant CMC et instable après ajout de CMC? Oui, il y a un risque, mais le mieux, c'est d'évaluer ce risque par un test à la chaleur pour voir si ce risque est pour vous acceptable ou non. Et dans ce cas-là, de stabiliser avec un petit peu de bentonite par la suite pour vraiment être sûr de ne pas provoquer de troubles en bouteille par la suite. Eh bien, je crois que Arnaud Galdric ont pu répondre à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un mail, à nous contacter directement. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur les autres webinaires La Motavier. Laura, je rebondis juste sur la dernière question là, qui apparaît de Lionel Grain. Est-ce qu'un vin traité par Killback peut recevoir de la CMC lors de la stabilisation finale de mise? Donc la réponse est non, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des instabilités. Donc on conseille de ne pas ajouter d'acide métatartrique, de CMC, un vin qui est déjà traité au Killback.
Parce qu'il y a un risque de trouble qui est associé au lysozyme, qui est contenu dans Killback, en fait. Donc faire attention par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Bon, moi, c'est le moment d'arrêter ce webinaire. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.